À la une de l'actualité, célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la femme rurale. Il s'agit de mettre la lumière sur le rôle essentiel et incontournable qu'elle joue dans les économies rurales des pays en développement. Une mission ivoirienne bientôt au Libéria. Objectif, le retour des Ivoiriens encore réfugiés dans ce pays. Cela ressort d'une rencontre entre le ministre de la Justice et les cadres de l'ouest du pays. Et puis, drame sur le fleuve Niger au Mali, une pirogue chavire et fait 39 morts des occupants de l'embarcation, toujours recherchés à ce jour. Bonsoir à vous et bienvenue dans le 23h sur RTI 1. À un mois de la visite d'État du président ivoirien dans les régions du Béké et du Bélier, l'événement se prépare. Occasion pour les populations d'évoquer leurs préoccupations, notamment le phénomène des coupeurs de route. Kouadio Kwame. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense est en mission à Bouaké. Il est question d'informer officiellement les autorités administratives, politiques, militaires, ainsi que la chefferie traditionnelle et les différentes couches socio-professionnelles de la visite d'État du président Alassane Ouattara à Bouaké à partir du 25 novembre 2013. Selon l'émissaire du gouvernement, Bouaké sera pendant 3 jours la base du séjour du chef de l'État, d'où la nécessité de mettre en place une coordination régionale et des coordinations départementales pour servir d'interface entre l'équipe gouvernementale et les populations. Au cours des échanges, le phénomène des coupeurs de route, une préoccupation des populations, est revenu de façon récurrente. Mais le ministre rassure. Nous avons un programme spécial avec les forces de sécurité. Ce programme va être lancé bientôt, mais nous n'allons pas annoncer la date de lancement de ce programme. Je suis venu aussi dans le cadre de cette mission-là. Avant de prendre congé de l'assistance, Paul Kofi s'est dit satisfait de la mobilisation. Il a invité toutes les couches sociales à une grande implication pour la réussite de cette visite présidentielle. Être présent, c'est ça que le chef de l'État va constater. Tout le soutien qu'on a pour lui, il faut que nous soyons mobilisés et que nous faisons le maximum pour être le jour J prêt, qu'il ne nous trouve pas en train d'attendre encore et que nous soyons véritablement prêts. Les populations sont impatientes et prêtes à réserver un accueil des plus chaleureux au premier des Ivoiriens. Nous attendons, nous sommes prêts et surtout qu'on avait soif de voir le président de la République depuis la crise et actuellement où nous tendons vers la paix définitive. Nous avons besoin vraiment de voir le président de la République. Que la population sorte nombreux pour que le président de la République sache effectivement que nous sommes contents de le voir, que nous avons besoin de lui. L'accueil se fera à partir de l'Arc de Triomphe à Kolankankro et le meeting au Stade de la Paix, a indiqué le ministre Paul Kofi. Fin de mission pour le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Daniel Kablon-Duncan est de retour sur le sol ivoirien. Il revient des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale aux États-Unis d'Amérique. Dès son arrivée, le Premier ministre a fait le point de son séjour américain. On peut retenir ceci. Première chose, le secrétaire général, le CDE, viendra probablement en Côte d'Ivoire. Et sa structure participera donc au forum Investir en Côte d'Ivoire qui va avoir lieu du 29 janvier au 1er février 2014. En ce qui concerne donc les réunions de Bretton Woods, au niveau donc, du Fonds monétaire comme au niveau de la Banque mondiale, les questions qui ont donc été abordées ce sont des questions donc, de développement du monde de manière générale et la lutte contre la pauvreté. Il est revenu des différentes interventions qu'il va y avoir une lutte beaucoup plus forte contre la pauvreté, de manière à réduire donc cette pauvreté à 3% pour les plus pauvres dans le monde et qu'il faut avoir une prospérité partagée. On a fait un pré-forum avec les hommes d'affaires américains, c'est bien passé. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont venus, pas seulement des États-Unis, mais certains même sont venus d'Amérique latine, qui ont participé là-bas et c'était une excellente chose. C'était organisé grâce au groupe de la Banque mondiale et ça s'est donc très bien passé. Je dois aussi ajouter que nous avons eu la chance de rencontrer la nouvelle secrétaire d'État adjointe du département chargée des affaires africaines, Madame Linda Thomas Greenfield, avec laquelle nous avons évoqué les problèmes relatifs
à la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé notamment donc, de l'AGOA, dès qu'il existe, et comment on peut tirer profit des exportations vers les États-Unis. Nous avons aussi parlé du MCC, Millennium Challenge Corporation, et aussi donc la possibilité des hommes d'affaires américains d'être beaucoup plus présents en Côte d'Ivoire. La femme rurale, célébrée partout dans le monde demain 15 octobre, cette journée mondiale est une initiative de l'ONU. Elle vise à mettre en exergue le rôle essentiel et incontournable de ces femmes dans les économies rurales des pays en développement. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée avec Chantal Akanda. Les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale. Elles contribuent ainsi au bien-être de la communauté, au développement des économies rurales et nationales. La production vivrière des pays en voie de développement est assurée à plus de 60% par les femmes rurales. Ces chiffres qui montrent bien que les femmes rurales détiennent le monopole de la production vivrière, qu'elles sont les ouvrières de la sécurité alimentaire, de l'économie et de la stabilité des campagnes, contrastent paradoxalement avec leurs conditions de vie et l'extrême pauvreté qu'elles subissent. Au regard de cette situation d'injustice, les Nations Unies se sont saisies de la question en vue d'apporter une réponse mondiale. Ainsi, ont-elles adopté pour la 56e session de la condition de la femme, en mars 2012 à New York, le thème « Autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'élimination de la pauvreté et de la faim, le développement et le règlement des défis actuels ». Place de la femme rurale dans l'atteinte de l'objectif de la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 est le thème choisi. Le gouvernement ivoirien invite tous les acteurs au développement à la réflexion de ce thème dans le but de contribuer à l'égalité des chances et corriger les injustices. En cette journée internationale de la femme rurale, notre soutien individuel et collectif devra être acquis aux femmes rurales en vue d'accroître leur capacité d'action et de garantir notre propre sécurité. Sécurité des ménages, sécurité alimentaire, dynamisme de l'économie rurale, stabilité des campagnes, développement durable pour tous et émergence de la Côte d'Ivoire. La ville de Katiola a été choisie pour abriter les festivités de cette journée le 14 novembre prochain. À cette occasion, une plateforme pilote de politique d'autonomisation de la femme en milieu rural sera mise en place. Une autre journée, il s'agit cette fois de la lutte contre la faim et la malnutrition. Elle sera au devant de la scène internationale demain 15 octobre. Quelles sont les actions menées par le gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire? Noël Niagno. La sécurité alimentaire, elle repose sur 4 piliers. La disponibilité des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante. L'accessibilité de ces denrées en tout lieu et en tout temps. Leur utilisation saine en termes de qualité sanitaire, d'équilibre nutritionnel et d'accès à l'eau potable. Enfin, la stabilité des approvisionnements dans le temps et l'espace. En Côte d'Ivoire, la production vivrière disponible est estimée à plus de 7 millions de tonnes, quand la demande s'évalue à plus de 11 millions. Pour combler le déficit, des projets structurants de sécurité alimentaire sont rendus effectifs dans l'Indéni et du Hablin, dans les districts des Savanes, de la vallée du Bandama et du Zanzan. Leur coût, plus de 40 milliards de francs CFA, financés par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, la Banque ouest africaine de développement, BOAD, la BAD, Banque africaine de développement, sans oublier les actions de la coopération allemande. L'objectif à terme, assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois, maîtriser l'eau et assurer une disponibilité des intrants. Composante essentielle des actions de pouvoir public dans la politique de la sécurité alimentaire, le PNIA, Programme national d'investissement agricole. Le Programme national d'investissement agricole PNIA en cours de mise en œuvre vise, entre autres, à transformer notre système de production extensive en un système de production intensive.
À ce programme, associons l'engagement des populations cibles, comme ici à Korogo. Nous, bénéficiaires, allons faire l'effort de reconstituer ces dons pour pérenniser nos activités de production. PENIA, Programme national d'investissement agricole et l'engagement des populations. Voilà qui annonce des lendemains meilleurs pour la sécurité alimentaire d'ici à 2015. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation technologique font désormais l'objet d'un partenariat sectoriel, cela entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Les deux pays entendent ainsi échanger leurs expériences et expertises. Christelle Ménan, Gabriel Zani. Un accord de partenariat sectoriel a été signé entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Ibrahim Cissé Bakongo, et son homologue congolais, Bruno Jean-Richard Itoa. Plusieurs projets déjà identifiés. Il s'agit d'appuis techniques de la part d'universités et de grandes écoles ivoiriennes, d'échanges de chercheurs et de mobilité enseignante et estudiantine, et aussi d'organisation au Congo d'un concours de recrutement d'étudiants pour l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INP-HB. Cette visite a été l'occasion de mettre en exergue l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique, afin de favoriser les opportunités d'échange et de coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine de l'agronomie, de la santé, de l'environnement. L'événement tenu ce 14 octobre vient couronner une visite de 7 jours en Côte d'Ivoire du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo. Nous avons l'intention de rendre extrêmement concret cet accord et d'engager très rapidement sa mise en œuvre. Cet accord de partenariat sectoriel est le fruit d'une volonté partagée des chefs d'État ivoiriens et congolais de redynamiser la coopération entre les deux pays. Ils en avaient parlé lors d'une visite officielle du président Alassane Ouattara du 6 au 9 juin dernier en République du Congo. Pour les élèves et éducateurs préscolaires, ce lundi marque la reprise du chemin des classes. Prévue pour le 7 octobre dernier, la rentrée n'avait pu se faire en raison d'un appel au boycott du collectif des syndicats du préscolaire. Après des négociations avec le ministère de tutelle, tout est rentré dans l'ordre. Franck Quadio. Lundi 14 octobre, centre de protection de la petite enfance de Cocody Nord, d'intenses activités derrière le portail clos, ces jours de rentrée. Dans les classes, nous faisons une prise de contact avec les enfants, puisqu'ils ne nous connaissent pas. Donc, on se présente aux enfants et eux aussi se présentent à nous pour que vraiment, pour que les enfants soient en confiance, on puisse les mettre en confiance pour qu'ils aiment l'école, voilà, parce qu'ils changent d'environnement. La rentrée des classes dans le préscolaire, elle aurait dû avoir lieu le lundi 7 octobre, empêchée par un boycott des syndicats d'éducateurs préscolaires pour revendications corporatrices. Tout selon les syndicalistes est entré dans l'ordre après une concertation avec la tutelle, le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Sur le terrain donc, les dispositions sont prises. En ce premier jour, les responsables que nous sommes attelés à recevoir les enfants, le nettoyage des salles de classe. Les éducateurs sont effectivement en place pour l'encadrement des enfants, pour accueillir les enfants. À Cocody, à Adjamé et dans plusieurs communes du district, la reprise des cours est effective au niveau du préscolaire. La jeunesse ivoirienne invitée à cultiver l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. Cet appel d'une organisation non gouvernementale s'inscrit dans la lutte contre le chômage et la pauvreté dans le pays. Serge Gangoma, Abou Sanogo. Pour l'ONG Anoudé, la seule manière d'aider l'État à réduire la pauvreté est d'entreprendre. Entreprendre en fédérant les efforts. Aujourd'hui, il ne faut pas agir seul, il ne faut pas entreprendre seul. Il faut qu'on puisse se réunir pour agir. D'où entrepreneuriat coopératif, c'est le lieu de créer des entreprises coopératives au lieu de créer des entreprises individuelles. Comme ça, on a plus de force, comme ça, on a moins de charges parce qu'on se partage les charges et c'est sûr qu'on aura un bénéfice. Invité par l'ONG Anoudé pour entretenir les jeunes sur la création et la gestion d'entreprises à cette conférence, Philippe Pango, directeur général du VITIB, la zone franche de Grand Bassam, propose aux jeunes d'associer à leur projet d'autres compétences. Il arrive toujours ce moment dans le chemin d'un entrepreneur où
une décision doit être prise pour ce qu'on doit faire. On a besoin non seulement d'un financement qui est toujours extérieur, mais on a aussi besoin de conseils. Et des fois, on a besoin d'un autre entrepreneur qui vient de par son projet complémenter le nôtre. Si votre projet n'est pas complet, il peut être moins attrayant pour un investisseur potentiel. Il faut avoir la sagesse de s'associer avec d'autres personnes qui viennent complémenter le projet. Créé en septembre 2013, l'ONG Anoudé s'est donné pour mission la sensibilisation et la formation des jeunes en entrepreneuriat. Plus que quelques heures avant le début des festivités de l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton, le ministre des Ressources animales et halieutiques a décidé de s'assurer que les parcs sont suffisamment fournis en moutons. Sur les 80 000 têtes initialement attendues, 120 000 sont disponibles sur le marché. Thomas Guessambi. Y a-t-il suffisamment de moutons dans les parcs à bétail du district d'Abidjan pour permettre aux fidèles musulmans de sacrifier au rituel de la Tabaski? C'est pour s'en convaincre que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, passe en revue plusieurs parcs ce lundi. De Williamsville à Port-Boué, en passant par Abobo, Yopougon et Atekoubé, le ministre s'est fait une idée de l'offre disponible, des bêtes en quantité suffisante et saine. Nous avons fait le tour de tous les marchés. Nous avons compris qu'il y a un travail remarquable qui a été fait dans le cadre des contrôles vétérinaires. Et ça, c'est important. Notre objectif, c'était d'atteindre 80 000 têtes de moutons. Aujourd'hui, nous sommes à près de 120 000. Ça veut dire que notre objectif est atteint contre 55 000 l'année passée. En s'imprégnant du niveau d'approvisionnement des parcs, l'émissaire du gouvernement s'est aussi invité quelquefois dans la spéculation pour rendre les bêtes accessibles à des bourses relativement faibles. Si les parcs à bétail sont effectivement fournis, les prix restent difficilement accessibles à la plupart des consommateurs. Les commerçants, eux, disent proposer des prix accessibles à toutes les bourses. Le reportage de Thomas Guessambi. Des acheteurs qui en appellent à l'autorité gouvernementale. Une ambiance qui rythme les échanges sur les parcs à moutons à quelques heures de la célébration de la Tabaski. Quand on n'est pas scandalisé par certains prix pour se procurer une bête, c'est parfois la mort dans l'âme qu'on tente de convaincre le vendeur. Moi, personnellement, c'est à cause de mon travail. Je n'ai pas assez de temps. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de venir prendre un mouton. Mais je n'arrive pas à avoir un qui est abordable. Quand tu viens, ils te montrent un petit qu'ils disent 100 000. Donc, c'est pas trop ça. Soumaoro Ben Fali, acteur majeur des associations de consommateurs, s'explique lui aussi difficilement les prix. Je demande aux vendeurs d'arrêter la mauvaise foi. Si les autorités qui, grâce à leurs efforts aujourd'hui, 350 400 000 francs sont tombés sur la route, il faut les répercuter sur le prix des moutons. Mais pour les propriétaires de bétail, tout s'explique et ils invitent les clients à un peu plus de négociation. Ce n'est pas ici. C'est là où on prend les moutons là. Au Mali, Burkina, il n'y a plus d'herbe. Tous les moutons, on les nourrit avec l'argent. C'est ça qui fait le prix élevé. Il y a des moutons 40 000, il y a des moutons 30 000, il y a des moutons 45 000, il y a des moutons 50 000, il y a des moutons même de 300 000, il y a des moutons de 400 000. Tu viens, tu demandes un mouton de 400 000, tu lui demandes 150. Donc on ne peut pas vendre ça comme ça. Et puis je demande aussi à les clients qu'ils n'ont qu'à venir de vite. Aujourd'hui, on est sur le terrain, on va discuter pour se comprendre sur le prix des moutons. Vendeurs et acheteurs ont donc jusqu'à ce mardi matin pour réaliser de bonnes affaires, chacun en ce qui le concerne. Le sacrifice du mouton, l'essence même de la fête de Tabaski, est un acte à portée hautement spirituelle. Après l'immolation de la bête, vient le partage avec les voisins et les personnes nécessiteuses. Quel est le sens de ce geste? La réponse dans ce reportage de Gabriel Zani. Demain, c'est la Tabaski chez les musulmans. Une grande partie des fidèles a déjà acheté son mouton. J'ai acheté mon mouton, je vais partager avec ceux qui sont aux alentours, ceux qui sont proches de moi. L'islam nous demandait d'acheter mouton si on a les moyens et de partager. Nos amis, les voisins, les pauvres qui sont à côté de nos champs. Aux démunis comme Seydou qui ne pourra pas s'offrir un bélier pendant la fête. Moussa Traoré est l'imam principal de la mosquée Hussein de Trècheville.
Pour ce guide religieux, le partage est essentiel pour le musulman. La viande de mouton, on partage, on divise en 3 parties. La famille mange une partie pour les voisins et le 3e partie pour les nécessités. Il n'y a pas de partie spécifique. On donne ce qu'on veut. On donne aux nécessités ce qu'on veut. On donne aux voisins ce qu'on veut. Nous aussi, on prend ce qu'on veut. Si la Tabaski est l'occasion de partager, de dire merci à Dieu, c'est aussi le lieu d'avoir des bénédictions. L'animal sacrifié ne doit pas être malade, borgne, boiteux, maigre. Il doit être sans défaut. Le mouton qu'on tue le jour de Tabaski, ce n'est pas à cause de la viande. C'est pour avoir mérite, je le dis, Inch'Allah. Selon l'imam Moussa Traoré, ce n'est pas seulement le bélier qu'il faut sacrifier ce jour-là. La brebis, le cabri, la chèvre, le bœuf ou le chameau peuvent aussi servir pour le sacrifice. Le mouton est choisi en référence au père de la foi, Abraham, dont le fils a été échangé par un bélier. C'est pourquoi pendant la fête de la Tabaski, le musulman doit avoir des pensées très pieuses pour Abraham et sa famille, 2 grandes personnalités de la foi musulmane. Et puis au-delà de l'aspect spirituel de la Tabaski, le volet purement festif se prépare activement. Ateliers de couture et salons de coiffure ne désemplissent pas. C'est sûr, en cette veille de la Tabaski, ils seront nombreux à passer une nuit blanche pour répondre aux attentes de la clientèle. Hommes comme femmes, tous veulent se parer de leurs plus beaux atouts pour cet événement religieux annuel. Réconciliation, départ imminent d'une mission ivoirienne au Libéria. Objectif, faire revenir le plus possible d'Ivoiriens encore réfugiés dans ce pays depuis la crise post-électorale. Ces décisions sont le fruit d'une rencontre entre le ministre de la Justice, des Libertés publiques et des Droits de l'Homme et les cadres de la région du Grand Ouest ivoirien. Hugues Veblé. Comment faire revenir en Côte d'Ivoire les populations des régions du Guémon et du Cavali, réfugiés au Libéria à la suite de la crise et dans quelles conditions? Ces préoccupations, les cadres de ces 2 régions les ont partagées ce lundi avec le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nilema Koulibaly. En quelques jours, un conclave va se tenir au Libéria, qui aura donc pour but de gérer le retour de nos frères qui sont en exil dans ce pays frère. Nous sommes venus vers le ministre de la Justice à charge de ce dossier et qui cumulativement est chargé également des droits de l'homme et des libertés, venir vers lui et harmoniser nos démarches afin que ce retour de nos frères attendus puisse se faire sans à-coups et qu'il y ait une cohérence également dans la gestion de ce retour et dans leur réinsertion dans le milieu social d'où ils sont partis. C'est vrai que beaucoup de fils de cette région sont concernés par des procédures judiciaires. Notre objectif et l'intérêt de cette rencontre, c'est de faire en sorte que tout cela se déroule, comme a dit le ministre d'État Bombé, sans accroc. Et nous sommes favorables donc à une telle démarche que nous encourageons. Et nous pensons que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par cette démarche. Ce sont les ambassadeurs de toute la Côte d'Ivoire, non de 2 régions spécifiques, parce que ce qu'ils ont demandé, ça concerne aussi bien tous les autres Ivoiriens de toutes les autres régions qui sont en exil en ce moment. Le président de la République sera donc déjà à la fin de cette semaine au Libéria pour échanger avec son homologue du Libéria. Je pense que c'est à l'issue de cela que les choses vont se dessiner davantage. Le Haut Commissariat pour les réfugiés estime à plus de 10 000 les Ivoiriens qui ont regagné depuis le début de l'année leur pays à partir du Libéria. 3 Américains remportent le prix Nobel d'économie pour leurs travaux sur l'évolution du prix des actifs, c'est-à-dire de l'ensemble des biens matériels ou immatériels qui constituent un patrimoine. L'Académie suédoise des sciences a couronné les travaux des 3 économistes américains. L'actualité sur le continent est dominée par le Mali. Une pirogue s'est renversée sur le fleuve Niger, près de Koubi, dans le centre du pays. Le bilan est lourd, 39 morts. L'embarcation transportait un nombre inconnu de passagers et d'importantes quantités de marchandises. Une pinasse à étage surchargée, avec à son bord plus de 300 passagers et près de 80 tonnes de marchandises, s'est cassée en 2 sur le fleuve Niger dimanche soir, près de la ville de Kouba, à 70 km de Mopti.
Dans la soirée, vers 20h précise, on a entendu un craquement et la pinasse s'est scindée en deux et tout le monde a commencé à couler. Les plus chanceux se sont accrochés à des objets flottants pour regagner la rive. Mais selon les autorités, un premier bilan fait état de 50 morts et 23 disparus. 210 rescapés ont été pris en charge par les villageois qui les ont nourris et réconfortés. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est entretenu dimanche à Bangui avec le président Michel Djotodia. Il a annoncé l'envoi de troupes supplémentaires pour épauler la force panafricaine MISCA. L'effectif pourrait dépasser les 1000 hommes. En contrepartie, Paris exige la tenue d'élections libres au début 2015. La RCA est confrontée à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Le procès de 3 jeunes Somaliens accusés d'avoir pris en otage en 2009, au large des côtes somaliennes, les passagers du voilier français le Tanit s'est ouvert en France. La libération du bateau par un commando français s'est soldée par la mort du skipper et de 2 pirates. Les 3 jeunes Somaliens sont âgés aujourd'hui de 27 à 31 ans. En bref, 6 membres de la Croix-Rouge et un membre du Croissant-Rouge syrien ont été enlevés dans le nord-ouest de la Syrie. L'identité des ravisseurs n'est pas encore connue. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente fin de soirée sur RTI1 et à demain.